d'abord, prenons un peu de hauteur, de distance, de recul par rapport à la situation immédiate, macroéconomique, pour un petit exercice de prospective dans ce nouveau monde. Les équipes de CPR Asset Management, entre deux réunions de Banque Centrale, prennent le temps de réfléchir aux grandes tendances, aux nouvelles tendances qui marquent l'économie mondiale. Avec cet ouvrage collectif, j'accueille d'abord Bastien Dreux avec nous par téléphone, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que les équipes de recherche de CPR publient quand même régulièrement des notes de recherche. Et là, un ouvrage en l'occurrence, ouvrage collectif, qui vous réunit, Bastien, aux côtés de Juliette Cohen, qui est stratégiste, et Laetitia Baldeschi, qui a été directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Turbulence dans l'économie mondiale, c'est cet ouvrage à paraître aux éditions De Bock Supérieur. Quelle a été l'idée directrice de cet ouvrage, Bastien? L'idée que le monde a changé peut-être au cours de ces 3-4 dernières années. Oui, comme vous venez de le dire, on a fait face à une succession de chocs et d'ordres très différents ces dernières années. Évidemment, la crise financière de 2008, la crise de la zone euro de 2010, puis ensuite crise Covid 2020, la crise climatique en toile de fond et la guerre en Ukraine en 2022. Et tout ça a amené une nouvelle ère de turbulence pour l'économie mondiale. C'est globalement ce que chacun de nous peut constater dans les journaux tous les jours depuis quelques années avec les pénuries en tout genre. Et ça tranche clairement avec les décennies de grande modération qu'a connue l'économie mondiale entre le milieu des années 80 et puis la crise de 2008. Et globalement, on est entré dans une période de plus grande volatilité économique. C'est ça qu'on a voulu essayer d'étayer dans ce livre. Et derrière ça, effectivement, il y a un changement de régime macroéconomique pendant plusieurs années, plusieurs cycles même. La question était toujours de savoir si on avait suffisamment de demande, une demande suffisamment dynamique pour absorber l'offre qui était pléthorique sur toute la planète, Bastien. On se retrouve, vous avez cité le mot de pénurie. Je ne sais pas si on restera dans une économie ou des économies de pénurie pendant longtemps. En tout cas, on sent bien que c'est aujourd'hui l'offre et non plus la demande qui dicte le rythme de l'activité économique. Si vous avez les composants, si vous avez l'énergie disponible, si vous avez la compétence, si vous avez le talent, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre aujourd'hui de l'activité économique. Oui, c'est l'une des grandes caractéristiques de cette nouvelle ère de volatilité économique, c'est qu'on soit passé d'une économie de la demande à une économie de l'offre, comme vous venez de le dire, et ça c'est quand même très lié à la globalisation, à la mondialisation. On a vécu une période que certains qualifient de mondialisation heureuse, où la mondialisation pouvait absorber tous les chocs de demande, puisque l'offre de travail était devenue si abondante et les capacités de production étaient devenues si importantes que même les périodes de forte augmentation de la demande ne conduisait pas à des pressions haussières persistantes sur les prix et sur les salaires. Et là, on a, avec toute cette succession de crises, la machine de la mondialisation qui s'est clairement enrayée ces dernières années. On peut penser, par exemple, aux pénuries de semi-conducteurs qui ont fortement affecté la production automobile, ce qui a fait fortement monter le prix des voitures. Donc, effectivement, on revient à une économie où la production est de plus en plus souvent contrainte. Alors ça peut être causé par la disponibilité manquante d'intrants, de matières premières, mais ça peut être aussi causé par des pénuries de main-d'œuvre. Et puis, si on réfléchit aux années qui arrivent, quand la demande va dépasser l'offre, quelle qu'en soit la raison, eh bien, les effets en termes de pénurie et de hausse de prix seront plus spectaculaires et même beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on a pu voir lors de ces dernières décennies. Une mondialisation beaucoup moins fluide. Qu'est-ce qui va caractériser d'ailleurs le phénomène dans les prochaines années? Parce que, au passage, Bastien, je notais dans les bilans commerciaux de 2022 que les échanges de biens entre les États-Unis et la Chine sont à des niveaux records, toujours. Tout à fait. Donc on ne peut pas parler complètement de déglobalisation parce que les échanges commerciaux sont encore extrêmement importants entre l'Asie notamment et le reste du monde. On peut parler des relations commerciales évidemment entre les États-Unis et puis la Chine, mais on aurait pu prendre exactement la même chose avec les relations commerciales de l'Europe et la Chine. Elles n'ont jamais été aussi importantes. Donc on ne peut pas parler de déglobalisation. En revanche, on comprend bien que cette période où c'était très facile de pouvoir obtenir les biens qu'on souhaitait rapidement,
finalement, elle est révolue à cause de toute une succession de crises qu'il y a pu y avoir sur ces dernières années. Bon, et ça instaure un régime de volatilité économique plus important que ce qu'on a connu dans les cycles précédents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Bastien? Ça veut dire des cycles plus rapides, plus forts, plus intenses? En fait, on va vers des cycles finalement qui vont être très différents des cycles précédents, parce que on avait des cycles et vous l'avez dit tout à l'heure, qui étaient très largement dictés par la demande. On pouvait avoir des débuts de cycle, des milieux de cycle, des fins de cycle. On pouvait très bien typer là où on était dans le cycle. Et puis là, on s'aperçoit que tout simplement au milieu d'un cycle classique, eh bien finalement la non-disponibilité d'intrants ou de matières premières ou de main-d'œuvre fait que finalement le cycle ne peut pas aller jusqu'à son terme, parce qu'il y a des pénuries qui vont se mettre en place, parce qu'il va y avoir des prix qui vont fortement accélérer. Donc on a des cycles qui sont un petit peu cassés par rapport aux cycles typiques qu'on connaît jusqu'à maintenant, qu'on a connu jusqu'à maintenant. Un des grands bouleversements, effectivement, qui est d'ailleurs une forme de crise, alors une crise qui n'est pas forcément visible au quotidien, mais qui est une crise lourde, c'est celle de la démographie, et de la démographie mondiale même. Bastien, on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet avec vous, qui se retrouve effectivement dans la douzaine de chapitres que vous adressez dans cet ouvrage, Turbulence dans l'économie mondiale. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on regarde l'évolution de la démographie mondiale dans les prochaines décennies, puisqu'on parle de cycle long quand même de ce point de vue-là, Bastien, et quelles sont les implications macroéconomiques de long terme pour la croissance, mais aussi pour l'inflation peut-être? Oui, alors probablement le débat public ne prend pas assez en compte tous les bouleversements qui sont liés à la démographie. Il y a quelques jours, il y a eu une petite phrase du Premier ministre japonais Kishida qui a été vraiment marquante. Il a dit: notre pays est sur le point de ne plus être capable de maintenir les fonctions de la société. Et il faisait explicitement référence à la baisse de la population. En 2021, la population du Japon était en baisse pour la 11e année consécutive. Dans un pays comme l'Italie, c'était pour la 7e année consécutive qu'on avait une baisse de la population totale. Et tout ça pose des questions sur l'organisation de l'État, l'organisation des villes. Il y a même en zone rurale, on voit l'apparition de villes fantômes, tout simplement parce que la population est partie. Et puis, ça va aussi bouleverser le marché du travail, parce que la population en âge de travailler, la définition de l'OCDE, la population en âge de travailler, c'est les 15-64 ans. Mais cette population en âge de travailler, elle a été en baisse chaque année depuis 1995 au Japon, depuis 2010 pour l'Union européenne. Et il y a vraiment une accentuation de ce phénomène actuellement en Europe. On a pu le voir un petit peu sur les dernières années, mais ça va encore s'accentuer sur les années qui arrivent. La population en âge de travailler pour la zone euro, elle va baisser de plus de 1 million de personnes par an sur les années qui arrivent. Et clairement, ça va accentuer les phénomènes de pénurie de main-d'œuvre. Et puis, d'ores et déjà, quand la BCE demande aux PME de la zone euro quel est leur problème le plus pressant, elles répondent: la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée est largement devant les coûts de production. Donc, on voit que c'est déjà un vrai problème, que ce problème va être de plus en plus important. Et puis, vis-à-vis de l'inflation, clairement, ces phénomènes démographiques, ça va redonner du pouvoir de négociation aux employés, et ça peut permettre une progression des salaires plus importante que sur les dernières décennies. Et là aussi, c'est la fin d'une période de grande modération salariale qu'on a pu connaître ces dernières décennies dans les pays développés. Il y a vraiment une rupture de tendance très claire, en particulier avec la décennie 2010, où là, il n'y avait pas assez d'inflation. Et là, on voit qu'on a complètement changé de monde par rapport à cette décennie 2010. Mais ça veut dire qu'on arrive au point où le vieillissement démographique, le vieillissement des populations génère de l'inflation par l'attrition que ça provoque, par exemple, sur le marché du travail pour la population active en âge de travailler, Bastien. C'est toujours d'ailleurs un grand sujet. Est-ce que d'avoir des populations vieillissantes de plus en plus vieilles, est-ce que c'est inflationniste en matière de consommation ou pas ?
C'est plutôt inflationniste. Il y a donc cet effet qu'on vient de citer des pénuries de main-d'œuvre qui vont donner une pouvoir de négociation aux salariés, mais il y a aussi quelque chose qui est relatif au cycle de vie, parce que les personnes qui arrivent à la retraite finalement vont consommer plus relativement par rapport à leurs revenus, et donc on a quelque chose qui s'enclenche aussi au niveau du cycle de vie et du consommateur qui est plutôt inflationniste. C'est notamment ce qui a été montré par des papiers de recherche récemment, qui montrait que les décennies 2020 et 2030 devraient être inflationnistes du fait de la démographie aux États-Unis et en Europe, parce que justement il y a ce phénomène de cycle de vie qui vont se mettre en place. Ce régime de turbulence, comme vous dites, dans lequel est entrée l'économie mondiale depuis quelques années, Bastien, comment est-ce que ce régime de turbulence se traduit et va se traduire dans les actifs financiers ? Alors ça se traduit déjà par beaucoup plus de volatilité économique. C'est très clair avec les prix de l'énergie. Si on regarde le prix de l'électricité en Europe pour les marchés de gros, on est à plus de 3 fois la moyenne de ces 20 dernières années. Donc là, on a quelque chose, on a des prix qui sont bien plus élevés, mais surtout bien plus volatiles. Et puis en particulier, on voit bien sur notamment les derniers mois et même les dernières semaines que la corrélation entre les prix de l'énergie et puis la météo, elle est devenue beaucoup plus forte que par rapport aux dernières années. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, la conséquence, c'est qu'on a une inflation elle-même qui est plus élevée, mais aussi bien plus volatile, parce que maintenant, pour bien comprendre la dynamique d'inflation, il faut pouvoir bien suivre le marché automobile, il faut suivre la météo, il faut suivre les conséquences des catastrophes climatiques. Et donc, on a des chiffres économiques qui sont bien plus volatiles et qui dépendent de bien plus de facteurs qu'auparavant. Donc, pour beaucoup de banques centrales, ça a des conséquences importantes, notamment parce que si on a une volatilité qui est plus importante, ça induit donc des engagements des banques centrales qui sont forcément moins importants que par le passé. On peut dire que la forward guidance des banques centrales, elle a pris un grand coup, notamment avec ces chocs de volatilité économique. Et puis la conséquence donc pour les investisseurs, si on a des banques centrales qui deviennent moins prévisibles, ça veut dire plus de volatilité obligataire. C'est quelque chose qu'on peut voir sur des indicateurs comme le MOVE, qui reprend la volatilité implicite sur les marchés obligataires. Et actuellement, on a une volatilité obligataire qui est revenue sur les mêmes niveaux que ceux qu'on pouvait voir sur la décennie 90. Et donc là, on voit qu'on a basculé vraiment dans un nouveau régime de volatilité obligataire, ce qui est très perturbant aussi pour les marchés actions, parce que les marchés actions s'étaient habitués dans les années 2010 à avoir des taux d'intérêt qui étaient non seulement très faibles, mais aussi très peu volatiles, et donc ce qui permettait des progressions de cours et des méthodes de valorisation qui étaient particulières pour cette décennie-là. Et là, tout a changé donc avec cette entrée dans ce nouveau régime de volatilité. Turbulence, c'est donc le mot-clé de cet ouvrage collectif, prospectif, on va le présenter comme ça, Bastien. Turbulence dans l'économie mondiale, paraître aux éditions De Bock Supérieur avec les équipes de CPR Asset Management. Aux manettes, Bastien Dru, le responsable de la stratégie de la recherche économique, ouvrage coécrit avec Juliette Cohen et Laetitia Baldeschi. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dru, donc, qui était avec nous par téléphone pour entamer cette émission de la mi-journée de Smart Bourse.